Eh bien, merci beaucoup. Merci d'abord de votre invitation. Inviter un sociologue en fac de droit, c'est pas tous les jours, donc je suis ravi d'être là. Et puis, je dois préciser peut-être un peu à quel titre j'interviens. Étant donc sociologue et n'étant pas, contrairement à Christophe Charles ou Christine Musselin ou Emmanuel Picard, je ne suis pas exactement un spécialiste de l'université. Moi, je suis sociologue du travail et accessoirement de l'emploi, mais ici, j'interviens plutôt comme sociologue du travail. Et donc, en fait, j'ai mené une enquête entre 2020 et 2022. Alors, attendez, il faudrait que je le mette en... Voilà, ce sera... Attendez. Voilà. Oui, entre 2020 et 2022, donc sur les transformations, les évolutions du métier d'enseignant-chercheur, en précisant que donc ce qui m'intéressait, c'était de, arrivant moi-même en fin de carrière, euh, de faire le point sur des transformations dont j'avais été à la fois l'observateur et en partie l'acteur, hein, parmi d'autres, mais en prenant le recul nécessaire pour pas simplement faire une autobiographie, mais essayer de faire une enquête pour objectiver un certain nombre d'évolutions et relever un certain nombre de données. Donc je ne le détaille pas, hein, mais cette enquête, elle a pris 3 phases très rapidement. Hein. Une enquête en ligne qui m'a permis de recevoir environ 700 questionnaires complétés, sachant quoi, complets. Les autres, je n'ai pas pu les utiliser. C'était assez long à remplir. Et donc, je dois remercier mes 700 et presque 700 collègues qui ont pris environ 3/4 d'heure, 1 heure pour le remplir. Et puis, dans une deuxième phase, j'ai mené des entretiens avec environ 110 de ces répondants qui avaient accepté non seulement de me consacrer 3/4 d'heure à 1 heure pour répondre au questionnaire, mais de refaire une deuxième phase d'échange, de discussion, en repartant de leurs réponses et en essayant d'approfondir un certain nombre d'éléments. Et j'ai également interrogé des présidents et vice-présidents en poste et des représentants des organisations syndicales de la profession. Et puis j'ai, dans une troisième étape, présenté les résultats provisoires dans différents séminaires de recherche auprès d'équipes d'unités de recherche ou d'équipes syndicales parfois, pour me nourrir aussi de leur propre retour avant de construire l'interprétation dont j'ai 2 ordinateurs, dont j'ai rendu compte donc, dans l'ouvrage ici qui s'appelle donc Enseignant-chercheur, un grand corps malade, qui dit un peu déjà à travers le titre quelque chose. Alors, avant d'entrer dans le détail, et compte tenu de ce titre un peu pessimiste, on peut dire, je veux d'abord dire que moi, c'est un métier que j'ai adoré faire. J'ai passé à peu près 20 ans, c'est-à-dire la moitié de ma vie professionnelle à l'université, après avoir fait d'autres choses. Et le sentiment majeur que je retire de l'enquête, c'est que la majorité de mes collègues ont le même amour, la même passion pour ce métier. Et c'est notamment ça le paradoxe, c'est cette passion pour ce métier qui nourrit un malaise extrêmement profond, me semble-t-il. Parce que ils sont, beaucoup en tout cas, se sentent dans une situation que le psychologue du travail Yves Plot a qualifié de travail empêché, au sens où beaucoup ont le sentiment de ne pas pouvoir ou de ne plus pouvoir faire ce métier comme ils souhaiteraient le faire, comme ils penseraient devoir le faire, pour un certain nombre de raisons que je vais essayer d'énumérer. Alors, en même temps, il faut que je précise que ce dont je parle, c'est une évolution de longue durée qui a connu des étapes, et à certains moments des étapes qualitatives assez marquantes, et Emmanuel Picard en a cité quelques-unes, et que je ne voudrais pas donner le sentiment qu'il y aurait eu le passage d'un âge d'or à un âge d'effroi. Ce n'est pas du tout mon propos. Je pense qu'il y a eu un certain nombre d'évolutions, parmi lesquelles on peut noter quelques dégradations, mais pas que. Il faut ajouter que un certain nombre d'acteurs
politiques, mais aussi universitaires, ont voulu les évolutions les plus récentes, ce que moi je qualifie de tournant néolibéral, et j'essaierai de m'en expliquer dans quelques instants, et que si un certain nombre, beaucoup, ont subi cette évolution, il y en a aussi beaucoup qui l'ont accompagnée, et même un certain nombre qui l'approuvent. Hein. C'est-à-dire que l'hétérogénéité dont parlait Emmanuel Picard, elle vaut aussi sur la subjectivité et le regard que les gens portent sur ce qu'ils font, sur ce qu'ils sont professionnellement et sur ce qui évolue. J'ajoute que les évolutions que je vais essayer de décrire sont en cours et que la suite n'est pas écrite. La fin de l'histoire, moi je ne la connais pas. Et je terminerai en disant que j'ai essayé de relever un certain nombre de données, d'objectiver un certain nombre d'éléments, et puis après, évidemment, l'analyse, c'est une interprétation qui est pour partie subjective, une interprétation et une subjectivité que j'assume, mais je voudrais ajouter qu'elle n'est ni plus ni moins idéologique que les analyses qui pourraient être favorables aux transformations en cours. C'est-à-dire que, et un de vos intervenants ici, qui est VP Recherche à Saclay, le notait très bien dans son intervention. Évidemment qu'en sciences sociales, quand on observe des éléments et qu'on essaie de les analyser, ben, on prend une position. Voilà. Et donc je l'assume, hein, je ne la renie absolument pas, mais je n'accepterai pas l'idée de dire que ce serait plus idéologique parce qu'il y a un regard critique sur un certain nombre d'éléments. Alors, je vous propose d'intervenir en deux temps. D'abord, d'aller sur le cœur du résultat, c'est-à-dire ce qu'on observe sur le travail et les conditions de travail, avant de voir un certain nombre d'effets sur ce que j'ai ici mis en titre, hein, le moral, la santé, voire l'engagement de cette profession. Et je vais spoiler la fin. Je suis d'accord sur l'idée que c'est une profession segmentée. Je pense aussi qu'on peut aujourd'hui poser l'hypothèse de ce que certains appellent une déprofessionnalisation. C'est par là que je terminerai mon propos dans quelques minutes. Alors, le premier point qui va me permettre de recadrer cette affaire de transformation liée à ce qu'on appelle le nouveau management public, souvent qualifié de néolibéral, il me faut faire un petit retour sur ce qu'on entend par là. La Société du Mont Pèlerin, qui est fondée en 1947, a énoncé, ce sont essentiellement des économistes, les principes du néolibéralisme qui vont s'appliquer de façon relativement large dans un premier temps au Royaume-Uni et aux États-Unis, avec l'arrivée au pouvoir de Margaret Thatcher dans un cas et de Ronald Reagan dans l'autre à quelques mois d'écart. Selon les tenants de cette Société du Mont Pèlerin, les services publics doivent voir leur mission et leurs coûts limités. Ils doivent être gérés comme des entreprises privées afin, disent-ils, de rationaliser l'organisation, de réduire les budgets et pour cela de développer la concurrence à la fois en interne, au sein des établissements et de l'université publique, et en externe, avec éventuellement notamment l'université privée ou l'enseignement supérieur et la recherche privée. Il s'agit aussi de viser une rentabilité et de mesurer des performances. Donc on a là un cadre qui est cohérent et qui se traduit dans beaucoup d'organisations par un fonctionnement en mode projet qui est très largement importé du monde de l'entreprise vers celui d'un certain nombre d'organisations publiques, une diversification des financements en valorisant ce que l'on appelle des partenariats publics-privés, une mise en place d'indicateurs permettant d'évaluer les performances et d'indicateurs notamment très souvent quantitatifs, et qui va se traduire aussi par des regroupements d'établissements, notamment pour réaliser des économies d'échelle et prendre place dans la concurrence internationale. La mise en pratique de ces principes s'est traduite par une transformation de ce qu'on appelle désormais la gouvernance des universités, et rien que l'emploi du terme est un emprunt à cette conception des organisations publiques. On a un tournant important dans les années 1990, à la fois en France et en Europe,
puisqu'il y a toute la mise en place de la stratégie de Lisbonne. Je n'ai pas le temps de le détailler, mais on pourra y revenir après éventuellement. Hein. Et cela a un certain nombre d'impacts sur les missions des enseignants-chercheurs, sur leurs conditions d'exercice, et va produire des effets de débordement et de surcharge du travail. C'est cela que je voudrais maintenant détailler avec plusieurs points. D'abord, alors, tout à l'heure, on a évoqué le développement de recrutement dans les années 60 et dans les années 90. On est plutôt désormais dans une logique de rigueur budgétaire et de course à l'excellence qui se traduit par un certain nombre d'orientations au sein des établissements et d'impact pour la profession d'enseignant-chercheur. Je ne vais pas détailler tout ce que je mets ici sur le slide hein, et que les gens peuvent voir, hein, mais donc voilà, une logique assez instrumentalisatrice de l'enseignement supérieur et de la recherche dans un univers dans lequel les ressources, non seulement financières, mais aussi en temps, et l'un va souvent avec l'autre, évidemment, a un impact. Et je noterai ici notamment une réduction des taux d'encadrement, des ratios enseignants-étudiants qu'évoquait Emmanuel Picard tout à l'heure, puisqu'on se retrouve de plus en plus à devoir faire des formations avec un accroissement d'étudiants, mais à moyens constants quand ce n'est pas à moyens réduits, une réduction de ce qu'on appelle les budgets pérennes des unités de recherche, c'est-à-dire les budgets qui sont versés par les présidences d'universités, par les universités à leurs propres unités de recherche, et une réduction assez sensible des personnels d'appui, c'est-à-dire des personnels administratifs et techniques, notamment au niveau des unités de formation et de recherche, des UFR, des laboratoires, avec, on y reviendra tout à l'heure, paradoxalement, une augmentation assez importante de ces mêmes personnels d'appui au niveau des présidences. Alors ça déjà, ça fixe un cadre qui va se traduire, à chaque fois je passe sur qui va être renforcé par un certain nombre d'autres évolutions qui vont aller dans le même sens et qui sont notamment liées à la fois à la massification de l'université, on l'a dit tout à l'heure. Vous vous souvenez sans doute que dans les années 80, le ministère de l'Éducation nationale fixe un objectif d'emmener 80% d'une classe d'âge au bac. On y est largement et on a même dépassé cet objectif-là, qui va se traduire, le bac étant le premier grade de l'enseignement supérieur et qui donne donc un droit d'accès à l'enseignement supérieur, au post-bac, qui se traduit donc par un accroissement très important de la quantité de postulants à des études de post-bac. Et parallèlement, dans la même période, en gros des années 80-90, on a une dégradation très importante du marché du travail, une montée du chômage, et en particulier une montée du chômage des débutants. On dit souvent le chômage des jeunes, il est plus juste de parler de débutants, parce que tout le monde ne débute pas au même âge, mais beaucoup de gens ont rencontré et rencontrent des difficultés dans leurs premières années. Et donc face à cette double réalité, de plus en plus de monde sur les bancs des universités et de plus en plus de difficultés, au fond, pour traduire les diplômes en droit d'accès à l'emploi, eh bien, on opte pour une injonction de plus en plus massive à la professionnalisation des formations, des diplômes. On adopte ce qu'on appelle la logique des compétences qui doit se traduire par une réécriture des diplômes de façon à ce qu'ils soient transcrits désormais dans ce qu'on appelle le répertoire national des certifications professionnelles. C'est-à-dire que tout diplôme doit entrer dans le RNCP et pour ce faire être rédigé sous forme de compétences et non plus d'enseignement disciplinaire. Alors, ça a un impact sur le travail des enseignants-chercheurs, sur ce qu'ils sont amenés à écrire, en partie à faire, puisqu'on sait aussi que dans un certain nombre de cas, on va repeindre la façade, ce qui ne signifie pas nécessairement que ça transforme complètement, mais ça les transforme quand même néanmoins, les contenus d'enseignement. Ces injonctions à la professionnalisation qui émanent du ministère
qui sont relayées par les tutelles, notamment les présidences d'université, cette injonction, elle devient explicite avec la loi LRU, Liberté et responsabilité des universités en 2007, puisque parmi les transformations opérées par cette loi, il y a l'ajout d'une nouvelle mission pour l'enseignement supérieur et la recherche, qui est une mission d'orientation et d'insertion professionnelle. Et cela se traduit par la multiplication de diplômes dits professionnels, les DESS qui vont être transformés en Master Pro, les licences professionnelles, les DUT prolongés d'1 an, puisque maintenant on marque des buts dans les IUT. Et puis on va développer également, ou en tout cas enjoindre aux universitaires de développer les liens avec ce qu'on appelle le monde socio-économique, ce qui signifierait que l'université ne ferait pas partie du monde socio-économique, donc on ne sait pas, c'est sur une planète à part. Et donc ça va notamment se traduire par le développement de différentes formes d'alternance, que ce soit des stages, de l'apprentissage, des contrats de professionnalisation, etc. Au nom de, pense-t-on, un objectif de faciliter le futur accès à l'emploi, quand bien même toutes les études montrent que plus les jeunes sont diplômés et plus ils trouvent rapidement un emploi. La qualité de l'emploi pouvant être discutable. Et puis, on va également de plus en plus appeler les universitaires, les enseignants-chercheurs, à ouvrir leurs équipes d'enseignement à ce qu'on appelle des professionnels. Et là aussi, je mets des guillemets parce que je rappelle toujours que, à mes yeux, un enseignant-chercheur n'est ni un amateur ni un bénévole. Donc, il n'y a pas des enseignants et des professionnels. Il y a des professionnels, des cibles d'emploi plus ou moins bien perçues d'ailleurs. Alors, évidemment qu'il y a des formations pour lesquelles les emplois qu'on vise sont assez précis. Évidemment, on suppose que quand on va en fac de médecine, c'est plutôt pour devenir médecin ou chercheur en médecine. Bon, quoique, ils finissent pas tous leurs études. Mais en revanche, on est dans une logique que je qualifie ici d'adéquationniste. Enfin, c'est pas moi qui ai inventé le mot, qui laisse supposer que parce que quelqu'un entre dans telle formation, on connaît exactement l'emploi qu'il occupera, ce qui en réalité n'est absolument pas vérifié. Et là, c'est pas, encore une fois, c'est pas une prise de position idéologique, c'est un constat pragmatique. On peut observer que la majorité des gens, notamment dans le tertiaire, occupent un emploi qui ne correspond pas de façon précise et parfois pas du tout à leur spécialité de formation. Or, je rappelle que les 3/4 des emplois aujourd'hui en France sont des emplois du tertiaire. C'était différent à l'époque où on avait des spécialisations industrielles bien plus pointues. Bien, je passe sur cette affaire-là. Et donc, là encore, on voit que les effets de ces injonctions à la professionnalisation ont un impact sur le contenu des formations, sur leur organisation, et donc sur le métier d'enseignant. Et donc tout ça va se traduire par une multiplication et une complexification des tâches d'enseignement. Donc ici, je mets les éléments essentiels. Une dégradation des taux d'encadrement dont j'ai parlé tout à l'heure. Alors là où je rejoins ce que disait Emmanuel Picard, c'est qu'évidemment, selon les disciplines, selon les établissements, mais aussi selon les niveaux, les taux d'encadrement sont extrêmement variables. C'est-à-dire qu'il y a des masters de philo ou de maths dans lesquels il n'y a pas de problème de taux d'encadrement. Il y a beaucoup de licences, et notamment L1 et L2, dans lesquelles on a des amphis absolument bondés pour les publics qui auraient probablement besoin d'être justement les mieux encadrés et qui ne vont pas l'être. Donc évidemment, ça complexifie très largement le travail des enseignants. Et puis, dans la mesure où on a des personnels administratifs à la fois moins nombreux, moins formés et plus intermittents dans les UFR et dans les départements. Et ici, je voudrais notamment indiquer un élément, c'est que beaucoup de ces personnels administratifs sont recrutés sous contrat non durable, les CDD. Or, la règle veut que dans le secteur public, au-delà de 6 ans, un CDD de droit peut être et doit être transformé en CDI. Autrement dit, beaucoup de ces collègues savent que de toute façon leur espérance de vie professionnelle sur leur poste est limitée à 5 ans et demi. Et donc, dès qu'ils ont l'occasion, ils vont voir ailleurs, ce qu'on peut parfaitement bien comprendre. Mais donc, on a des gens de moins en moins
durablement installés, de moins en moins formés, ne serait-ce que sur le tas, parce que la formation, c'est à la fois de la formation initiale et de l'expérience professionnelle, et que, en fait, toute une partie du travail des administratifs est progressivement retombée sur les enseignants-chercheurs, qu'il s'agisse de gérer des emplois du temps, des budgets, des salles, des collègues, etc. Le poids des vacataires ou des précaires, selon le terme qu'on veut employer, se traduit aussi par une nouvelle charge de coordination d'équipes pédagogiques de plus en plus vaste, avec des gens qui ont des compétences et des connaissances et des expériences très différenciées, qui, là encore, retombent sur, en général, les responsables de diplôme, c'est-à-dire une partie des enseignants-chercheurs. Si on ajoute l'organisation de l'alternance, qui pendant longtemps n'était pas du tout dans le champ de compétences de la plupart des enseignants-chercheurs, ça devient aujourd'hui une activité récurrente. La complexification des modalités d'évaluation, pour ne donner qu'un exemple, le passage à la semestrialisation, là où on avait avant des années universitaires, ça multiplie juste par 2 le nombre de moments où il faut faire des évaluations, tenir des jurys. Alors, pédagogiquement, ça peut tout à fait se défendre. Il ne s'agit pas forcément de le remettre en question, mais de prendre en compte le fait que, là encore, c'est du travail supplémentaire qui retombe sur cette profession des enseignants-chercheurs. Et puis les autres éléments que je cite ici et que je ne vais pas détailler. Donc, au fond, enseigner aujourd'hui à l'université est assez différent en charge de travail de ce que c'était il y a 10, 15 ou 20 ans, même si, encore une fois, ça ne veut pas dire qu'avant c'était formidable et qu'aujourd'hui tout est tragique, hein, parce qu'il y a aussi un intérêt à faire ce travail-là. Le problème, c'est qu'il se cumule avec le reste des charges qui retombent sur les enseignants-chercheurs. Du côté des activités de recherche, on a également à la fois ce phénomène d'accroissement et de complication. Il y a la mise en concurrence qui a un impact important sur l'activité de recherche. Alors quand je parle de mise en concurrence, c'est autour notamment des appels à projets qui étaient évoqués tout à l'heure. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les budgets pérennes, c'est-à-dire ceux qui sont reconduits d'une année sur l'autre pour les unités de recherche, par les établissements sont limités, eh bien, on appelle les équipes de chercheurs à répondre à des appels à projets divers et variés pour trouver des sources de financement. Et ça se traduit par des mises en concurrence, y compris à l'intérieur même des établissements. Et je voudrais m'arrêter sur cet aspect-là pour discuter d'un argument qui revient généralement pour justifier cette mise en concurrence. L'idée, c'est que les meilleurs projets seront les mieux servis et que donc on va atteindre des résultats meilleurs. Et qu'au fond, c'est donc un meilleur usage du budget public, y compris du budget des universités. Alors, si on y réfléchit, on se retrouve aujourd'hui dans les universités avec des enseignants-chercheurs qui vont travailler dans un premier temps à construire des appels à projets qui vont transmettre ensuite à leurs collègues, alors à travers des groupes de travail, des commissions. Donc, on leur paye du temps de travail pour construire des appels à projets. Et puis, on a toutes les équipes concernées, les chercheurs concernés, qui vont donc prendre connaissance et rédiger une réponse à cet appel à projet. Par définition, ils ne vont pas tous être retenus, puisque sinon, ça ne servira à rien de faire un appel à projet. Donc, on va de nouveau payer les enseignants-chercheurs pour faire des réponses dont toute une partie, finalement, ne serviront à rien, puisqu'ils ne pourront pas tous obtenir le financement sur ce projet. Et puis, on va payer ensuite, toujours d'autres enseignants-chercheurs, ou les mêmes que dans la première vague, pour examiner les réponses et sélectionner à qui on donne, finalement, le budget correspondant à l'appel à projet. À quoi il a servi cet argent et dans quelle mesure est-ce qu'il est plus utile de faire ça que de donner des budgets à des équipes de chercheurs qui, a priori, ont fait leurs preuves, sinon ils n'auraient pas été recrutés, sinon ils ne seraient pas là. Leurs travaux sont évalués par leurs pairs, qu'il s'agisse des publications ou des communications scientifiques, etc. Donc, ici, on peut s'interroger, et moi je m'interroge beaucoup, sur le fondement et les raisons pour lesquelles on fait ça. Est-ce que véritablement on gagne en efficience? Moi, je n'en suis pas convaincu. En revanche, on inscrit dans la logique de fonctionnement, dans la logique d'action, cette logique concurrentielle.
Et c'est là où je parle d'une dimension idéologique. C'est-à-dire que c'est un choix qui peut se défendre, mais qui est justifié au nom d'une soi-disant meilleure efficacité et efficience budgétaire, et qui n'est absolument pas démontré, me semble-t-il. Alors, ce qui complique également les activités de recherche dans cette mise en concurrence, à la fois des individus par rapport aux promotions qui étaient décrites tout à l'heure, mais aussi des unités de recherche par rapport à la possibilité de continuer à faire des travaux, de recruter des nouveaux collègues, de recruter des doctorants, c'est la course aux publications autour de logiques souvent d'évaluation quantitative, combien de publications en anglais dans certaines disciplines, dans des revues avec des petites étoiles. Alors, je ne conteste pas le fait que certaines revues peuvent avoir une qualité scientifique supérieure à d'autres, hein, mais est-ce que véritablement la course au guide Michelin des universités et des unités de recherche, est-ce que vraiment c'est quelque chose qui valorise le travail de la recherche? Ça reste, me semble-t-il, à démontrer. Alors, tout ça se traduit donc par, encore une fois, un travail de recherche qui est de plus en plus compliqué, à tel point qu'un certain nombre de collègues me disaient dans les entretiens j'ai de plus en plus l'impression que je fais plutôt de la recherche de budget que de la recherche. C'est-à-dire qu'à force de courir après des budgets, de répondre à des appels à projets, il faut bien comprendre que répondre à des appels à projets, ça suppose d'abord de lire les appels à projets, donc de les chercher, de les trouver, de les sélectionner, d'en discuter avec ses collègues, de monter des réponses. C'est extrêmement chronophage. Et quand vous avez 15 ou 20% de chances de succès, c'est extrêmement démoralisant au bout d'un moment. Et la perte de morale, voire le désengagement, ça peut être aussi coûteux hein, au bout du compte. Alors, il faut ajouter à ce travail renouvelé des enseignants-chercheurs la multiplication d'un certain nombre de tâches qui font d'eux des responsables de ressources humaines, qui vont faire de la sélection d'étudiants, de collègues, du recrutement. Ça fait d'eux des managers d'équipe. Ça fait d'eux des communicants, puisqu'il s'agit de faire du marketing, de vendre, de faire la promotion de son diplôme, de son établissement, de son labo. Tout un tas d'activités qui, en soi, ce n'est pas des sauts métiers, hein, mais dans quelle mesure est-ce que ça correspond au savoir-faire professionnel? Alors, ça dépend des matières. Hein. Effectivement, quand on est sociologue du travail ou qu'on est gestionnaire, recruter ses collègues, on peut le faire à peu près correctement, je pense, sans que ça demande une auto-formation énorme. Ce n'est pas forcément le cas dans les autres disciplines. Alors, en même temps, cette logique-là, elle tient aussi à l'histoire qui était racontée tout à l'heure, c'est-à-dire au fait qu'effectivement, c'est une profession qui s'autorégule, ou dans laquelle il y a, pour l'instant encore, pour l'essentiel, un recrutement et une évaluation par les pairs. Et donc, il y a une logique à ce qu'une partie de ces activités soit tenue par les enseignants-chercheurs. Mais il y a une inflation de ces tâches qui se traduisent au bout du compte, en tout cas c'est le sentiment que j'ai largement ressenti au cours de cette enquête, d'une perte de sens et d'un profond malaise, même si encore une fois, une partie des collègues adhèrent tout à fait, voire promeuvent cette évolution. Hein. Je ne veux pas donner l'impression que tout le monde marche avec un fusil dans le dos, c'est absolument pas la réalité. Donc j'ai mis là deux verbatims qui illustrent ce que j'appelle ce malaise de collègues qui se sentent en perte d'autonomie, en perte de sens au niveau de la signification, mais aussi de la direction dans laquelle ils vont. Hein. Le mot sens, il peut avoir ces deux acceptions-là. Au moment même où on a développé ce qu'on appelle l'autonomie des universités. Et l'un des paradoxes, me semble-t-il, c'est qu'on pourrait observer qu'au fur et à mesure que les universités deviennent plus autonomes, les universitaires, eux, deviendraient moins autonomes, ce qui est quand même paradoxal. Alors, cela m'amène à la deuxième partie de ma présentation, autour donc d'un certain nombre d'impacts de ces transformations, de ces dégradations du travail et des conditions de travail. On l'a vu, le travail a été peu à peu alourdi
par une accumulation de tâches, dont une partie d'ailleurs tient à la procédurisation, c'est-à-dire la multiplication de normes, qui passe parfois par le recours à des plateformes obligatoires à utiliser et qui sont on va dire, d'une maniabilité moyenne, d'une fiabilité pas toujours totale, et en tout cas extrêmement chronophage pour beaucoup de collègues. Alors peut-être que ça l'est moins évidemment pour les informaticiens. Et tout ça nourrit ce qu'on peut appeler un travail caché, qui n'est bien souvent pas pris en compte, qui est invisibilisé, qui est en grande partie non rémunéré, et qui conduit à deux choses, à la fois à accroître l'activité, mais aussi à hacher l'activité. Et ça produit différentes formes de surcharge, et je voudrais en détailler trois. Des surcharges temporelles, c'est-à-dire une extension de la durée du travail professionnel que chacun est amené à réaliser. Des surcharges mentales, qui sont liées à l'accumulation de sujets et de préoccupations qui s'empilent les uns avec les autres, et des surcharges cognitives qui sont liées à des changements quasiment permanents de registres d'activité, d'interlocuteurs, et qui sont extrêmement usants, notamment psychiquement. Par exemple, hein, voilà cette collègue PU en langue et civilisation qui estime que l'université ne tournerait pas. Je crois que peu de collègues diraient l'inverse, s'il n'y avait pas un travail considérable fait gratuitement ou presque. Alors évidemment, on n'est pas à la mine, on n'est pas à la chaîne, on n'est pas les plus mal payés, donc tout ça, il faut le relativiser. Néanmoins, il y a un phénomène d'usure qui se traduit en fait, en réalité, par une intensification du travail et un débordement de la vie professionnelle sur la vie personnelle. C'est un phénomène qui a été aggravé, évidemment, dans cette profession comme dans d'autres, hein, par l'usage d'un certain nombre d'outils et de dispositifs, ce qu'on appelle les nouvelles, qui sont plus tout à fait nouvelles technologies de l'information et de la communication, hein. Mais tous ces outils, tous ces dispositifs, hein, le téléphone portable, l'ordinateur portable, le mail, etc., etc., aboutissent au fait que le travail peut se faire en tout lieu et à tout moment. Et donc on a un brouillage, finalement, des frontières entre travail et hors travail. Voilà l'exemple, hein, le temps passé sur des tableurs, le temps de travail des week-ends. Mes trois enfants se sont jurés qu'ils ne seraient jamais enseignants après avoir vu leurs parents y passer une partie de leur week-end et de leur... Alors, après, ce débordement, c'est à la fois un fait à la fois temporel et spatial, hein. C'est un fait massif, mais en même temps, il est difficile à mesurer parce que, en termes d'évolution, parce qu'en fait, les enseignants-chercheurs et plus largement les enseignants ont toujours travaillé pour partie en dehors de leur lieu et de leur temps de travail. C'est-à-dire qu'évidemment, on sait bien que notre temps de travail, ce n'est pas simplement les heures d'enseignement. Même si parfois, les gens qui vous disent « Ah ben, t'as fini tes cours, donc tu es en vacances fin mai », on a un peu de mal à l'admettre, mais bon, tout le monde beaucoup de gens d'ailleurs au moment du confinement et quand ils sont devenus profs à la maison se sont aperçus que c'est un tout petit peu plus complexe que ça. Bref, je passe là-dessus, mais ce que je veux dire, c'est que préparer des cours, corriger des copies, lire des articles ou les rédiger, tenir des rendez-vous, des réunions à distance, ça ne se fait pas que dans son bureau, dans son amphi ou dans les heures officielles de travail, bien évidemment. Et donc, comment mesurer l'évolution finalement? Il y a une porosité des frontières entre lieu de travail et lieu de vie, entre temps de travail et temps hors travail. Et cette porosité, en fait, la difficulté à l'analyser, c'est qu'elle est tout à fait ambivalente. C'est-à-dire que c'est à la fois une extrêmement grande liberté dont on jouit et dont beaucoup de salariés aimeraient bien bénéficier. C'est-à-dire qu'effectivement, on peut décider qu'on va organiser, en gros, à part les périodes de cours, on va quasiment organiser son temps de travail comme on le souhaite.
Et ça, c'est une souplesse qui permet de gérer la famille, la maison, les vacances. Oui, mais en même temps, c'est un piège parce que ça met en péril, et il y a un certain nombre de collègues qui en ont témoigné dans mes entretiens, hein. C'est un piège parce que on met en péril sa vie personnelle et sa vie familiale dans un certain nombre de situations. Parce qu'il n'y a pas de limite, finalement. Et ce risque, il est d'autant plus grand pour les enseignants-chercheurs qu'en fait, quand on fait le bilan, en tout cas moi, le bilan que je fais de l'enquête, c'est que ce qui est le plus pénalisé par le manque de temps et le manque de disponibilité, c'est notamment le travail de recherche, de lecture, d'écriture, c'est-à-dire une des activités les plus appréciées par les enseignants-chercheurs. Et donc, beaucoup d'enseignants-chercheurs, finalement, en viennent à accepter, voire à rechercher ces débordements du travail, parce qu'ils vont retrouver le plaisir de faire ce qu'ils ont envie de faire comme ils ont envie de le faire, y compris le soir, y compris la nuit parfois, y compris pendant ses vacances. Et c'est quelque chose d'ailleurs que mes collègues dans mon labo, Lucie Goussard et Guillaume Tiffon, avaient enquêté chez des chercheurs, mais dans une entreprise privée, des cadres qui faisaient de la recherche appliquée. Et en fait, ils observaient exactement la même chose. Ils en venaient à ramener le travail à la maison pour pouvoir le faire tranquillement. Sans avoir quelqu'un qui tape à la porte pour demander quelque chose, sans avoir un coup de fil, parce qu'à ce moment-là, on décide qu'on ne répond pas. Et donc, c'est une réalité qui est, encore une fois, ambivalente. C'est-à-dire qu'à la fois, ça complique la vie, et en même temps, on est heureux de pouvoir le faire. Et donc, c'est là où, tant que ça va, et que c'est un surengagement volontaire, au fond, tout le monde est satisfait. Le problème, c'est que la famille n'est pas forcément, et que la fatigue, ça arrive, et que le désengagement, c'est parfois pas seulement dans sa tête qu'on le décide, mais c'est le corps qui craque. Et ça, j'y viendrai tout à l'heure, mais ça fait partie aussi aujourd'hui des réalités de ce monde du travail-là. Alors, je voudrais ajouter une chose qui me semble importante, c'est que chez les enseignants-chercheurs, comme dans le reste de la population, les inégalités en matière de prise en charge des tâches domestiques, familiales et éducatives entre femmes et hommes, ça existe aussi. Et donc, cette réalité du débordement du travail professionnel sur la sphère domestique et sur le temps domestique, il crée en fait des difficultés spécifiques aux femmes enseignantes-chercheurs qui contribuent, me semble-t-il, et assez fortement, au déroulement de carrière à leur détriment. Et j'avais juste, je voulais signaler tout à l'heure, Emmanuel Picard montrait que selon les disciplines, on a des cas où c'est plutôt masculin, des cas où c'est plutôt féminin. Mais ce qui est frappant, c'est que dans toutes les... Vous savez, on regroupe aujourd'hui au niveau du ministère toutes les disciplines en 3 grands domaines: droit, sciences politiques et co-gestion, lettres, langues et sagesse, et puis sciences et techniques. Si vous regardez la part des femmes parmi les maîtres de conférences, c'est à peu près équilibré dans le premier domaine, droit, sciences politiques et co-gestion. C'est majoritairement féminin, 58% en lettres, langues et sagesse, et c'est un tiers en sciences et techniques. Mais si on regarde du côté des professeurs des universités, c'est-à-dire le corps supérieur, il n'y a aucune des catégories dans lesquelles les femmes sont majoritaires. C'est-à-dire que si je prends le cas lettres, langues et sagesse, la proportion des femmes passe de 58% chez les maîtres de conférences à 45% chez les professeurs d'université. Il se passe donc bien quelque chose dans le déroulement de carrière. Et ça a un impact non seulement sur la carrière, mais sur le salaire et sur les retraites. On sait que tout ça se cumule. Et donc, moi, j'ai observé, de ce point de vue-là, une spécificité genrée que j'ajouterais aux spécificités de discipline et d'établissement et de statut qui étaient évoquées tout à l'heure, et qui renforce quelque chose de l'hétérogénéité. Alors, même si ces inégalités ont plutôt tendance à reculer, on voit l'accroissement progressif de la part des femmes parmi les professeurs des universités, ça reste quand même une inégalité assez frappante. Alors, c'est vrai que dans la fonction publique, on va dire à travail égal, salaire égal. Oui, effectivement, en termes de grille indiciaire, c'est les mêmes. Sauf que si tout le monde ne progresse pas au même rythme, c'est plus les mêmes au bout du compte. Alors, ces débordements,
qui s'inscrivent donc dans un contexte que j'ai essayé de retracer de dégradation de la qualité du travail et de ses conditions de réalisation, il finit par nourrir différents sentiments d'insatisfaction, des désillusions et un certain nombre de souffrances. Alors, je ne vais pas abuser de chiffres, hein, mais voilà, parmi mon échantillon, certes, c'est 700, ça ne représente pas de façon parfaitement équilibrée les, je vais donner le total, les 46 000 enseignants-chercheurs hors du domaine de la santé que je n'ai pas investigué, hein, mais c'est significatif quand vous avez 40% d'une profession qui estime qu'au fur et à mesure de sa carrière, son sentiment de satisfaction pour un métier qu'on a choisi, dans lequel il a été compliqué d'entrer, qui est globalement apprécié, ça signifie quelque chose. Et quand vous avez une vice-présidente d'université en poste, au moment où elle me répond, qui parle des désillusions sur son métier, on a affaire à quelqu'un qui est extrêmement engagé et qui assume les évolutions, puisqu'elle est à la vice-présidence d'une université. Elle sait de quoi elle parle, et je pense que c'est significatif. Et je le disais, ça se traduit par un certain nombre de souffrances, et je voudrais juste, à titre d'illustration, vous faire part de quelques retours. Le terme épuisement est employé spontanément par 45 répondants au questionnaire. Quand je dis spontanément, ça veut dire que ce n'est pas dans la question, hein. Par exemple, c'est la question « Rencontrez-vous ou avez-vous rencontré des difficultés dans l'organisation de votre travail ?» Et vous avez 45 répondants, sur à peu près 700, qui utilisent le terme « épuisement » pour parler d'une des difficultés. Je note que sur ces 45, 31 sont des femmes. Donc ça confirme plutôt ce que j'évoquais précédemment. De même, le terme « stress » est uniquement pour les enseignants-chercheurs. Je ne parle pas du stress évoqué pour les étudiants ou pour les administratifs, qui a été aussi abondamment cité, mais le stress est également cité 35 fois. De même que 17 répondants parlent de burn-out qu'ils ont soit eux-mêmes vécu, soit dont ils ont été témoins dans une de leurs équipes, c'est-à-dire des collègues proches. Et voilà deux témoignages qui vont dans le même sens, hein, qui viennent d'une part d'un élu ce qui s'appelait le CHSCT, maintenant c'est dans les CSA, mais peu importe, qui explique que voilà, aujourd'hui une réunion du comité d'hygiène et de sécurité des conditions de travail, même si ça ne s'appelle plus comme ça, hein, a plus que doublé de durée, et il parle de 3 burn-out pour une année. Et voilà, une présidente, là aussi bien investie, et qui dit que oui, il faudrait commencer à faire attention et qu'on est sur un fil raide. C'est-à-dire qu'il y a une conscience assez large dans la profession que le malaise que j'évoquais, il est assez profond. Et pourtant, ça marche. Pourtant, ça tourne. Pourtant, en gros, les cours, ils ont lieu, les recherches, elles se font, les publications, elles existent. Alors, je pense que ça s'explique à la fois par un engagement fort de cette profession, à la fois envers les étudiants, envers l'activité de recherche, encore une fois, qui est particulièrement appréciée, et puis avec une certaine idée du service public. Il y a un véritable amour du métier, et puis il y a aussi quelque chose qui relève du management, qui me semble être ce que Daniel Linhart, sociologue du travail, appelle une mobilisation des subjectivités. C'est-à-dire que, eh bien, il faut bien que ça tourne, et donc chacun, finalement, s'investit et en arrive à faire et à faire faire, pour beaucoup, des choses qu'il réprouve. En tout cas, des choses avec lesquelles ils ne se sentent pas à l'aise, voire pas d'accord. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est jusqu'à quand ça peut tourner comme ça, pour ce métier, encore une fois, très apprécié. Alors, je terminerai, je le disais tout à l'heure, en posant l'hypothèse d'un processus de déprofessionnalisation face à la réalité que moi je qualifie de travail empêché pour beaucoup de collègues, au sens essentiellement où c'est la qualité qui est empêchée. C'est-à-dire un empêchement à faire ce que l'on pense devoir faire comme on pense devoir le faire. Le nombre de collègues dans les entretiens qui me disent « j'ai le sentiment de maltraiter mes étudiants à plein de moments »,
Et ça me plaît pas, quoi. C'est pas comme ça que j'ai envie de travailler. Ça reste quand même quelque chose qui m'a beaucoup frappé dans l'enquête. Alors, qu'est-ce qu'on entend par déprofessionnalisation? C'est une évolution qui remet en cause ce que, ici, Richard Witorsky appelle les gestes professionnels. C'est-à-dire, au fond, faire son métier dans les règles de l'art, on pourrait dire, hein. Et c'est aussi la question de la perte d'autonomie dans l'exercice de la profession. Et comme le disait Lise de Mailly, pardon, il y a déjà presque 20 ans, hein, je trouve que c'est important cette idée d'assujettissement à des règles de contrôle au moment où on parle justement d'une plus grande autonomie. C'est-à-dire que le contrôle par les évaluations, le contrôle par les indicateurs chiffrés est extrêmement puissant. Or, ça interroge sur l'évolution de la profession. Est-ce que on n'est pas en train de vivre des choses qui ont déjà été vécues? Je pense à un métier très précis, qui est le métier d'infirmière. Je dis infirmière parce qu'on sait que c'est 80 ou 85% féminisé. Les infirmières qui expliquent qu'elles passent un temps absolument infini aujourd'hui à remplir des dossiers, à remplir des tableurs et à ne pas s'occuper de leurs malades, comme elles le disent, de leurs patients et de leurs familles. Et ça, il me semble qu'il y a des éléments de proximité. Alors, comme je le disais au début, la suite n'est pas écrite. Il ne faut pas voir que le verre vide. Il y a beaucoup de points positifs aussi. Et notamment, moi, je crois beaucoup à quand même la créativité de cette profession. Mais c'est compliqué parce que le tapis de bombe dont parlait Emmanuel Picard, moi je parle de rouleau compresseur, mais c'est à peu près la même idée. C'est-à-dire que cette gestion avec des réformes, des transformations, et ce temps qui manque en permanence, c'est aussi du temps qui manque pour s'organiser, pour réfléchir collectivement. Si on ajoute que les derniers mouvements collectifs de la profession, notamment au moment de la loi LRU, se sont soldés par des semaines de grève et de manifestations pour un résultat quasiment nul, évidemment, ça ne facilite pas l'engagement. Et donc, il y a un certain nombre de traces de désengagement. Je parlais de burn-out et de stress. Là, c'est le corps qui se désengage. Mais il y a aussi, même si c'est difficile à mesurer, un certain nombre de collègues qui se mettent en retrait, qui décident au bout d'un moment qu'ils ne prendront plus la responsabilité collective, ce qui fait que ça rejaillit de plus en plus tôt dans la carrière des jeunes, ce qui est compliqué pour eux. Il y a aussi des formes de retrait partiel avec des mises en disponibilité totale ou pas. Et dans certaines disciplines, vous avez des gens qui vont aller faire de l'audit s'ils sont en gestion, qui vont aller travailler pour des entreprises privées s'ils sont en biologie ou là où c'est possible, hein. Et puis, il y a une inconnue dont j'ai trouvé aucune trace, les syndicats apparemment non plus, c'est combien y a-t-il de démissions? Alors, il n'y en a probablement pas énormément, parce que c'est un métier auquel il est très compliqué d'accéder. Mais quand on voit ce qui se passe dans le primaire et dans le secondaire, où là, on a un certain nombre de chiffres, ça pose question. De même que, alors je ne voudrais pas décourager les jeunes collègues ou futurs collègues qui sont là ou qui nous écoutent, hein, parce qu'encore une fois, ça reste un métier passionnant et formidable, et moi, je regrette surtout pas de l'avoir exercé. Mais voilà, les places sont chères et la situation est compliquée. Voilà. Mais il faut espérer qu'on trouvera des portes de sortie et des voies d'amélioration. Merci de votre attention.